concerne en tout cas un texte extrêmement sérieux et documenté. Je vous ai mis à droite de l'image un extrait de la première page d'un compte rendu de l'armée de l'air espagnole qui fait 149 pages, en tout cas 149 pages ont été rendues publiques. Il en manque un petit peu, ça se voit, mais bon. Et à partir de ces 149 pages, je vais vous parler du cas de Manises. J'ai des sources secondaires. Ces sources secondaires sont un livre qui a été écrit en 1980 par un journaliste espagnol qui est devenu ufologue aussi, Juan José Benítez, et publié aux éditions Plaza y Janes à Barcelone. Sources secondaires, des sources secondaires, ça ne marche plus, ça y est, des articles de journaux de l'époque. Donc évidemment, il faut aller farfouiller un petit peu dans les journaux ou sur Internet. Et puis sources secondaires, des sources secondaires, des sources secondaires, c'est-à-dire autant dire que je n'en ai pas tenu compte. Les sites Internet, vous allez trouver de tout en ligne sur le cas de Manises, sur les sites espagnols. Et quand je dis de tout, il y a beaucoup de choses tout à fait inintéressantes et imaginées. Alors, au commencement, qu'est-ce que nous avons? Au commencement, on a un vol, le vol JK279 de la compagnie TAE. Alors, contrairement à ce que j'avais dit en 2018, ce n'est pas la compagnie de transport équatorienne bien connue, mais une compagnie de transport espagnole qui a vécu de 1967 à 1981. Autant dire qu'elle ne s'est pas remise de Manises. Non, ça c'est une plaisanterie, mais elle a disparu très vite après. Et ce vol de la TAE relie, pour des Autrichiens d'ailleurs qui viennent de Salzbourg, relie Tenerife à Palma de Majorque. En fait, ils vont passer des vacances à Palma. Et ce vol de la TAE est contacté par la tour de Barcelone à 20h27 Zoulou. Alors tous les horaires que je vais donner à partir d'ici, ça sera du Zoulou, c'est-à-dire qu'il faut rajouter 1 heure pour avoir l'heure réelle sur nos montres. À 20h27 Zoulou, on a la tour de Barcelone qui contacte l'avion pour lui demander si elle reçoit, c'est une caravelle, c'est pour ça que je dis elle, si elle reçoit une émission d'origine inconnue. En effet, sur la radio de la tour de contrôle, on a un signal sonore non identifié, et non identifiable d'ailleurs parce qu'il ne correspond à rien de connu, qui perturbe un petit peu le trafic. Alors, le capitaine de la caravelle, c'est le capitaine Javier Lerdo, enfin je vais le dire en français plutôt parce que je vais m'emmêler les pinceaux après, Javier Lerdo de Tejada, est d'accord pour se brancher sur la fréquence sur laquelle la tour de contrôle reçoit cette émission inconnue. Et la surprise, effectivement, la caravelle reçoit aussi cette émission sur sa radio. Et pas plus que la tour de contrôle, elle ne peut l'identifier ou dire d'où ça provient. Quelques mots sur le pilote. Il a 34 ans, de Tejada il a 34 ans, il a 8000 heures de vol, la plupart dans l'armée de l'air espagnole. Il vient de se reconvertir dans le privé. Il a un copilote qui s'appelle Ramon Suassou, il a 28 ans, 3000 heures de vol, 10 ans de vol en tout, 9 dans l'armée de l'air espagnole. Donc le pilote et le copilote ne sont pas des rigolos après de prime abord, en tout cas, ils savent de quoi ils parlent et on va pouvoir leur faire confiance du début à la fin, on va les revoir souvent. Donc, le pilote des Tejada, à un moment donné, indique à la tour de Barcelone qu'il y a 2 lumières rouges fixes, intenses, sur sa gauche. Il s'inquiète un petit peu parce qu'elle semble se rapprocher. Le contrôleur de Barcelone lui dit « aucun trafic en vol dans cette direction ». En fait, c'est en direction de l'Est par rapport à l'avion. Combiné à tout ça, le pilote est quand même un petit peu inquiet, combiné avec l'émission radio, le fait qu'il y ait 2 trafics ou un trafic avec 2 lumières à proximité et en évolution, commence à l'inquiéter. Il déclare qu'il ne voit aucun objet visible, juste des lumières qui sont à une distance de prime abord d'environ 3000. Alors 1000 c'est 1852
mètres, donc vous multipliez par 1,5, ça fera à peu près 5 km, disons, de distance, et elles vont se rapprocher petit à petit jusqu'à 700 ou 800 mètres. Donc le pilote s'inquiète beaucoup. À 22h08, les lumières sont toujours derrière l'avion et sur son côté gauche, et s'approchent dangereusement. Barcelone, la tour de contrôle, a contacté celle de Palma pour voir s'ils ont un écho. Toujours rien. Alors, un écho, c'est celui du transpondeur. Et on est d'accord, quand on a des avions civils, sur les aéroports civils, il n'y a pas de radars qui émettent. Ils en ont des radars qui reçoivent un transpondeur qui est à bord de l'avion. Il n'y a aucune émission. Donc, à ce moment-là, le commandant des Terrada décide d'essayer de changer de cap pour éviter de continuer à être approché. Donc, il va augmenter l'altitude de son avion. Il ne demande pas l'autorisation, à l'époque c'est assez courant. Il augmente l'angle d'ascension, tout en signalant quand même à la tour ce qu'il fait. Les lumières se déplacent au moins aussi vite que l'avion et sont en ascension aussi, voire plus vite que l'avion, parce que le commandant déclare qu'elle semble encore se rapprocher. Donc, face au risque de collision, à 22h09, le commandant détourne la caravelle. Il ne va plus à Palma, il va se diriger vers Valence, et plus précisément sur l'aéroport de Manises, qui est dans la banlieue. Le contrôleur de Barcelone propose de contacter l'armée de l'air. C'est quand même pas rien, il y a un avion civil qui se détourne. Le commandant de la caravelle accepte. Parmi les passagers, à ce moment-là, presque personne n'a remarqué les lumières. Personne n'a remarqué non plus que l'avion s'est détourné. Les passagers continuent leur trajet normalement. Alors tout ce que je vous dis là, ça vient du compte-rendu de l'armée de l'air. Quand il y aura d'autres sources, je vous le préciserai. Les lumières rouges inquiètent l'armée de l'air qui fait entrer en jeu, en fonction, son radar dans la région de Madrid. Il s'appelle Pégase. Ils lui ont donné un joli nom. Pégase se dirige ses émissions vers Valence pour voir s'il peut accrocher quelque chose. De prime abord, rien du tout à part la caravelle. À 22h11, le commandant de bord annonce qu'il a pris une décision. Les lumières sont toujours là. Il décide de poser son avion à Manises. C'est la première fois dans l'histoire qu'un commandant détourne son avion pour se poser sur un aéroport qui n'était pas celui prévu à cause d'un ovni. Alors on ne sait toujours pas si c'est du tollé-boulon, mais en tout cas les lumières sont observées par l'équipage. Alors quand je dis l'équipage, il y a aussi les stewards qui observent la lumière. Le pilote ne va pas se poser directement, il va prendre encore un peu d'altitude et il va consommer du carburant. Il y a une limite au-delà de laquelle un avion civil ne peut pas se poser, il consomme du carburant, ça va durer une petite demi-heure. À 22h15, les lumières sont toujours visibles, cette fois-ci sur l'arrière gauche de l'avion. À 22h16, la tour de Valence remplace la tour de contrôle de Barcelone. À 22h24, l'équipage cesse enfin d'observer les lumières. Et dans le même temps, le signal de départ, le signal radio, disparaît. Les lumières, semble-t-il, ont fini par abandonner l'avion. À 22h29, toutefois, 5 minutes après, le radar militaire de Pégase déclare un premier contact avec un appareil non identifié à 9000 pieds de la caravelle. 9000 pieds, c'est moins de 3 km. Le vol de la TAE a fini de consommer son carburant à 22h45 et il se pose à cette heure-là. Alors, je vais vous lire un extrait en français du rapport de l'armée de l'air espagnole. La décision du pilote de la TAE de dévier de sa trajectoire et de s'opposer n'a jamais été remise en question ni par la TAE, c'est-à-dire ses patrons, parce qu'ils ont dû perdre beaucoup d'argent quand même, ni par l'aviation civile espagnole, ni par l'armée de l'air. Ça veut dire que les trois institutions donnent raison au pilote qui a détourné l'avion pour se poser parce qu'il a vu des ovnis. Évidemment, quand l'avion s'est posé, le personnel de l'aéroport avait été mis au courant. Ce n'est pas tous les jours qu'un avion vient se poser détourné parce qu'on voit des ovnis. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait, les gens de l'aéroport? Ils sont allés mettre le nez à la fenêtre ou dehors.
On a une cinquantaine de personnes, un tout petit peu moins, de l'aéroport qui va observer les lumières qui étaient encore à proximité. Ils vont observer des lumières scintillantes de couleur verte, rouge, blanche, une lumière à la fois rouge et verte. Alors ça fait penser à notre avion, effectivement. L'ennui, c'est que le radar militaire ne capte rien. Une blanche au-dessus de l'aéroport de Valence. Ah oui, la rouge et verte, je ne vous l'ai pas dit, au-dessus de l'aéroport même. Une blanche au-dessus de Valence, de la ville. Une troisième rouge et verte en direction de Sagonte, un peu plus au nord-ouest. 2 contrôleurs aériens qui étaient en pause sont sortis avec les jumelles et ils déclarent avoir vu des feux de navigation semblables à ceux d'un avion en réaction s'éloignant vers le sud. Alors je vous le dis là, je reviendrai après dessus, la chasse espagnole a déjà décollé. Mais à ce moment-là, si on regarde les horaires, la chasse espagnole se dirige vers le nord et au nord de Manises. Et là, on a 2 contrôleurs qui signalent un possible avion au-dessus de ce qu'on appelle la Albufera. C'est une espèce de marais qui se situe au sud de Valence. Donc ça ne pouvait pas être la chasse qui était partie dans l'autre sens. Alors, on va étudier un petit peu cette histoire d'avion de chasse. Vous avez là le capitaine Fernando Camara. Je regarde régulièrement parce que tout à l'heure il y avait des coupures bizarres qui apparaissaient, mais je vois que ça semble avoir disparu. Fernando Camara, c'est un jeune capitaine, vous l'avez en photo à droite, c'est une photo d'archives de l'époque, pas tout à fait la même année, un an après, c'est pareil. Et vous avez à gauche 2 avions que j'ai mis là à dessin. En bas, c'est le Mirage F1, et en haut, c'est le Phantom F4 de production des États-Unis. Pourquoi je l'ai mis là? Parce que le Mirage F1, il est venu de la base de Los Llanos. Los Llanos, c'est à peu près 160 km au sud de Manises. Donc le premier pilote engagé à la poursuite des ovnis, il vient d'une autre base que Manises. Et pourtant à Manises, on a des Phantom F4 qui ne sont pas appelés à décoller. L'explication donnée le lendemain à la presse, c'est que le Mirage F1 a des performances supérieures au Phantom F4. J'avoue que je ne suis pas spécialiste, alors j'ai cherché. C'est la même chose. Les deux, ils volent à Mach de 2, c'est-à-dire à peu près 2330 km/h. Ils ont des capacités de manœuvre équivalentes, un armement embarqué équivalent. L'explication ne me semblait pas tenir la route. Donc, quand le capitaine Camara décolle, le temps est très clair, c'est une nuit exceptionnellement claire. On voit bien les étoiles, il n'y a pas de lune visible. Et il va se diriger d'abord, alors essayez de me suivre, j'ai choisi de ne pas mettre de carte, mais il va se diriger donc vers le nord. Il part du sud de l'Espagne, vers Valence, vers Manises, qui est plus au nord. Donc il a une trajectoire claire, et il va observer les phénomènes dont je vous ai parlé. Le premier qu'il va voir se situe aux environs au-dessus de Manises, enfin de Valence. Il se dirige vers lui. Il est toujours donc direction nord. Il va ensuite essayer de rattraper cet ovni sans y arriver. Il capte les interférences radio que le vol civil avait cessé de capter. Évidemment, il a été informé là-dessus, et il les capte, mais par intermittence, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas continues. Ça lui rappelle un truc. Quelques mois plus tôt, il y a eu comment on appelle ça, l'entraînement, l'opération Crisex 79. C'est un entraînement conjoint entre les marines et les armées européennes et la marine des États-Unis. Il y avait la 6e flotte en Méditerranée, et vous l'entendrez tout à l'heure, le wou, il appelle ça comme ça, c'est pas vraiment le son, mais le wou, qui revient constamment dans ses oreilles, rappelle un petit peu le brouillage, mais alors de loin, qu'effectuait la marine des États-Unis lors de cet engagement Crisex 79. À l'époque, pour vous donner une idée, le 10 septembre 79, 2 mois plus tôt, on a le Nimitz, que vous connaissez sûrement, porte-avions qui est dans le secteur de la Méditerranée avec une vingtaine d'autres bateaux, et ils vont participer d'ailleurs quelques mois plus tard à l'opération Eagle Claw, Serre d'Aigle, qui va être un échec retentissant. Rappelez-vous, c'est la prise d'otages en Iran qui va entraîner l'intervention de commandos des États-Unis et dont les hélicoptères vont finir par s'écraser dans le désert iranien. Donc une libération des otages tout à fait ratée. Mais si
ça ressemble, comme je vous disais, ce n'est pas tout à fait le cas. Alors une enquête a été faite par l'armée de l'air espagnole pour savoir si les États-Unis avaient laissé un porte-avions, quelque chose, à proximité de l'Espagne, parce qu'ils étaient censés être du côté de Chypre. Il se trouve que oui, la Navy a été claire, ils ont laissé un Iwo Jima. Un Iwo Jima, c'est un porte-hélicoptère qui était à quelques centaines de kilomètres au large de l'Espagne, mais ils ont clairement nié par écrit être pour quelque chose dans ce qui s'est passé à Manises. Donc il y a dans le compte-rendu de l'armée, il y a le rapport qui vient des États-Unis où ils nient. Et de toute façon, je ne pense pas qu'un hélicoptère puisse semer un Mirage F1. Alors revenons justement à ce Mirage F1 qui allait vers le nord. À un moment donné, il abandonne la poursuite du premier OVNI qu'il a vu. On lui en signale un autre du côté de Sagonte, donc il part vers le nord-ouest. Direction Sagonte. Il engage la poursuite. Là encore, un échec total. Au bout d'un moment, à Madrid, on lui demande s'il pense se rapprocher ou pas. Il demande un temps de réflexion, il continue à essayer de rattraper l'OVNI. Et puis au bout d'un moment, il dit j'y arrive pas. Alors on lui donne une troisième mission, troisième objet à poursuivre, le troisième OVNI qui avait été repéré depuis le sol, direction sud-est, vers la mer aussi. Il engage une troisième poursuite, même résultat que les deux premières, il n'arrive pas à atteindre l'objectif. Il le voit pourtant clairement à chaque fois, il voit les objets, enfin les objets, je ne sais pas si ce sont des objets, mais il voit les phénomènes lumineux. Son radar qui est embarqué ne détecte rien. Ponctuellement, par contre, il reçoit un message de Madrid où le radar militaire, ponctuellement, détecte quelque chose à proximité. C'est toujours ponctuel, jamais en continu, comme s'il y avait une forme de furtivité. Donc, restons un petit peu sur le Mirage. Il va... Voilà. Le capitaine Camara, à un moment donné, va observer au-dessus de Valence, quand il est dans sa troisième poursuite, ce qu'il considère être comme un non-objet, un engin, peut-être un avion, dit-il, avec des lumières rouges et vertes. C'est pour ça que les lumières rouges et vertes, vous savez, il y en avait une rouge d'un côté, une verte de l'autre côté, verte à droite et rouge à gauche, si je me souviens bien, sur les avions civils. Donc, il pense d'abord à un avion, mais là, même chose, je vous disais, il échoue à le rejoindre. À ce moment-là, il y a quand même un truc intéressant. Pégase, le radar militaire, confirme qu'il y a un objet militaire, un objet immobile, observé à environ 2400 mètres au-dessus de Valence. Un objet immobile qui va encore une fois se mettre en mouvement quand le Mirage F1 essaye de l'attraper, de le prendre en chasse. Pégase constate la même chose au-dessus de Sagonte, mais en d'autres endroits. La tour de Valence va confirmer la présence d'un objet au-dessus de Sagonte. Mais le radar du Mirage, lui, reste muet. Par contre, il y a quelque chose qui frappe le pilote, c'est que même s'il ne semble pas se rapprocher, à chaque fois, les lumières gagnent en intensité jusqu'à lui faire mal aux yeux. À ce moment-là, on est à peu près à 1 heure de vol du Mirage. Au bout d'1 heure de vol, il y a un élément nouveau qui entre en ligne de compte. Le F1, le Mirage F1, semble illuminé par un radar d'attaque à plusieurs reprises. Il n'y a rien en vol autour de lui, j'ai oublié de vous dire, ça fait déjà une bonne demi-heure que l'armée de l'air a fermé tout le sud-est de l'Espagne à tout vol. Il n'y a plus que le Mirage F1 qui vole, normalement. Et pourtant, il est illuminé par des radars d'attaque, en tout cas c'est comme ça qu'il l'interprète. Des radars d'attaque, d'abord l'illuminent depuis la gauche, ensuite depuis l'arrière, puis depuis tous les côtés. Quand il en informe, quand il dit à Pégase, c'est-à-dire à la base militaire de Madrid, le radar militaire, je suis illuminé par des radars d'attaque de tous les côtés, tout ce qu'on trouve à lui répondre en espagnol, c'est asombroso, incroyable. Ils n'ont aucune solution, personne ne sait ce qui se passe. Bref, je vais vous faire écouter un petit passage. Si ça veut bien. En la radio me empezó a entrar una señal, es un que digo, mira, yo creo que se está recibiendo una baliza de emergencia. Pero a mí, cuando estaba en esta emergencia, se metía en la radio que quizás
en un detector de amenaza radar que llevan los aviones estos, me indicaba que me estaba iluminando una señal electromagnética, una señal radar. Tenía para decir que si lo que se estaba iluminando era un misil o un radar de onda continua, que es normalmente que detrás de ese radar se va un misil. C'est le pilote lui-même qui le raconte, c'est Fernando Camara lors d'une émission à la télé espagnole. Alors bien sûr, les images ne sont pas celles de ce moment-là, vous le reconnaissez, ce n'est pas un Mirage F1, on est en plein jour en plus. Bon, bref, en tout cas, c'est le récit du pilote, il ne comprend pas ce qui se passe, il est illuminé par des radars d'attaque, la tour de contrôle militaire le laisse un peu tomber, quoi, ils n'ont rien à lui proposer. Alors, est-ce que c'est possible? En 1979, est-ce qu'un Mirage F1 peut se faire intercepter par quelque chose qui ne peut pas distinguer? En théorie, non. J'ai un bon ami qui était capitaine de l'aéronavale péruvienne, lui, et qui a volé sur des Mirage 2000, mais qui connaît bien les F1. Je vais vous raconter une petite histoire qu'il m'a racontée un jour. En 1995, il y a eu une guerre frontalière entre l'Équateur et le Pérou. Et du côté du Pérou, on a engagé des Sukhoi 22. Et du côté équatorien, on a engagé des Mirage F1. Tous les Mirage F1 sont rentrés et aucun Sukhoi n'est rentré. À l'époque, c'est ce qui s'est de mieux en 1979. En théorie, on n'a rien qui puisse illuminer un F1 sans se faire repérer par le radar du F1 ou par un radar militaire au sol. Donc ça pose une question intéressante. Qu'est-ce qui est capable de le faire si ce n'est pas une technologie humaine? Alors, le F1, aujourd'hui, n'est plus en service depuis 2014 dans l'armée française. Mais il est toujours en service dans bien des armées. Les groupes d'entraînement, les paramilitaires aux États-Unis ou en Afrique du Sud, ont acheté les F1 que l'armée française a mis au garage et pour en faire des avions de mercenaires. C'est toujours un avion qui est opérationnel. Et même aujourd'hui, a priori, il n'y a rien, en tout cas, qui vienne d'Europe, qui soit capable d'intercepter un F1 sans que celui-ci le repère. Donc, je reviens à la fameuse soirée du 11 novembre 1979. Le pilote, au bout d'une heure et demie, il a dû rentrer à la base. Le carburant commençait à manquer. Il rentre à Los Llanos. Au niveau de ce que j'ai trouvé sur le net, donc c'est plus le rapport de l'armée là, sur le net, il y a bien des choses, il y a un truc qui m'a fasciné. Fernando Camara a fini par arriver à distinguer une forme de cône tronqué qui change de couleur. Ben, il se trouve que je suis en contact depuis des années avec Fernando Camara, donc je lui ai dit c'est vrai ce truc-là? Il m'a dit non, c'est encore une des bêtises qui ont été inventées par ceux qui veulent faire du buzz sur Internet. Donc à aucun moment il n'a vu de forme bien précise, en dehors de cette possibilité d'avion au-dessus de Manises, il n'a fait que pourchasser des lumières qui n'apparaissaient pas sur son écran radar, mais qui apparaissaient sur l'écran militaire de Madrid. Au niveau des autres témoins, on a auditionné l'équipage de la caravelle. Tout l'équipage a déclaré avoir observé les points lumineux. On a auditionné 45 civils et militaires de Manises. Tous ont dit plus ou moins la même chose. Il y a des désaccords sur les couleurs, sur l'endroit exact, mais tous ont observé des phénomènes lumineux qui changeaient de place. Ah, quand même. Donc, je parlais du livre de Benitez. Benitez, à l'époque, n'est pas du tout ufologue, c'est un journaliste de Valence. Et par contre, quand il entend parler de cette histoire d'OVNI, il se précipite à l'aéroport de Valence, que je vous ai mis à côté. Il se précipite à l'aéroport et il se trouve que c'est une journée importante pour l'aéroport de Manises. Il y a la visite du ministre des Transports. Il s'appelle Salvador Sánchez Terán. La visite est organisée depuis des mois, c'est quelque chose de prévu, rien à voir avec les OVNI. Simplement, je vous la mentionne, parce que Benitez se rend à l'aéroport, justement, et parce que du coup, le ministre des Transports est informé de ce qui se passe au-dessus de l'aéroport.
Benitez demande à rencontrer Miguel Morlan, vous le connaissez tous, non? Bon, c'est le directeur de l'aéroport. Il demande à rencontrer le directeur de l'aéroport, et Miguel Morlan accepte, bien évidemment, mais après le départ du ministre dans la journée. Donc, on est le 12 novembre, il rencontre Miguel Morlan, et là, il en apprend une bien bonne. La consigne a été donnée aux employés de l'aéroport de ne parler des observations sous aucun prétexte. Alors, d'où vient la consigne? C'est le sous-secrétariat à l'aviation civile à Madrid. Donc, a priori, Miguel Morlan ne devrait pas parler à Benitez. Pourtant, il va l'accueillir dans son bureau, et la première chose qu'il va lui déclarer, c'est que les passagers allemands et autrichiens sont très mécontents de l'histoire. Et oui, ils ne sont jamais arrivés à Palma, les pauvres. Ils sont toujours coincés à Manises, le 12, et ils accusent la TAE de mal entretenir l'avion et d'avoir caché une panne en prétextant un ovni. Il y aura des procès. Bon, par contre, le directeur de l'aéroport civil dit aussi que sa femme et ses enfants, comme lui, ont vu les ovnis. Ils ont été témoins du balai lumineux. Il lui parle de l'émission Radio Inconnue qu'il n'a pas entendue lui, mais qu'on lui a rapportée, l'arrivée inattendue du vol de la TAE auquel il a assisté, le premier signalement d'OVNI par la tour de contrôle de Manises, d'une lumière étrange au-dessus de la zone de stockage du carburant, dont je n'ai pas parlé jusqu'à présent, et c'est pas la bonne page, c'est pas grave, et à un moment donné, il reçoit un coup de fil, et il dit, c'est ma femme, il faut que j'aille faire quelque chose, je reviens. Et il laisse Benitez dans son bureau. Et là, qu'est-ce que Benitez voit sur le bureau, en attendant Miguel Morlan? Le dossier rédigé par les civils et les militaires de la base sur ce qui s'est passé la nuit. Alors, il sort son appareil photo, il ouvre le dossier et il prend autant de photos qu'il a de pellicules. Il remet le dossier à sa place, Miguel Morlan revient et il recommence à discuter. Alors, on ne sait pas, dans son livre, Benitez ne le sait pas non plus, est-ce que le directeur de l'aéroport a fait exprès de partir et de laisser le dossier sur le bureau accessible ou pas? Aucune idée. On va avancer un petit peu dans le temps. Ouais, j'ai appelé ça un épisode de la James Bond, c'est vrai. À gauche, vous avez Benitez, qui est le plus à gauche, et les 3 membres de l'équipage, le pilote et le deuxième à partir de la gauche, une hôtesse et le copilote, le 3e. Donc ils vont se retrouver un petit peu secrètement dans une chambre d'hôtel le 22 novembre, et Benitez va recueillir le témoignage de l'équipage civil de la caravelle. Selon eux, le signal d'urgence venait probablement de la mer. Il précise que d'habitude c'est du morse quand il y a une urgence. Là, ça n'en était pas, mais ça rappelait un petit peu ce truc-là. Il précise que la tour de contrôle de Barcelone a estimé la balise à peu près 40 000, disons 60 km de Valence au large. Mais ce qui a le plus surpris le pilote, le deuxième à partir de la gauche, c'est que les phénomènes lumineux, quand lui manœuvrait avec la caravelle, mais il lui semblait que les phénomènes lumineux évoluaient juste avant que la caravelle évolue. Comme si un petit peu les phénomènes lumineux savaient ce qu'allait faire le pilote. Je cite, manœuvrer de concert avec mon appareil, ou plutôt avec ma pensée, jusqu'à donc évoluer avant que la caravelle bouge elle-même. Par exemple, lors de l'ascension pour éviter une trajectoire, il lui a semblé que les phénomènes lumineux augmentaient l'ascension juste avant que lui ne le fasse. Alors, pour essayer... alors, j'ai oublié, pour l'équipage, il s'agit absolument d'un engin piloté par une intelligence. Donc tout ça, c'est recueilli dans une chambre d'hôtel, un petit peu en secret. Alors, on passe carrément dans le film d'espionnage pour le rendez-vous suivant. Benitez connaît un colonel de l'armée de l'air espagnole, je ne vous donnerai pas le nom, même s'il n'est plus dans l'activité, et il va lui demander un entretien, justement, dans une ruelle sombre. Ils vont aller aussi dans un hôtel. Et
il va lui faire le récit de la mission du Mirage F1 qui correspond à ce que je vous ai dit, c'est-à-dire au récit du rapport militaire, avec des suppléments. Pour le colonel de l'armée de l'air, la mission du F1 n'était pas si simple que celle annoncée au début. Déjà, pourquoi le choix d'un F1 qui devait faire 164 km avant d'arriver sur zone plutôt que d'un F4 qui était sur place? Je vous ai dit, l'armée a dit que c'était à cause des compétences, des performances qui étaient meilleures. Ce n'est pas le cas. Alors, le colonel a éclairci le mystère. Il y a plusieurs choses. Première chose, c'est vrai que c'était une mission d'interception, mais aussi une mission d'identification. Or, il se trouve que le Mirage F1 est doté d'un projecteur puissant sur le côté qui permet d'identifier à distance un avion durant la nuit, ce que n'a pas le F4. Deuxième chose, le colonel, selon ce qu'il déclare, ça dit que... Enfin, le colonel savait, je ne sais pas trop comment le tourner, c'est un peu du conditionnel ça, parce que je n'ai comme source qu'un article au journal, c'est possible. Le colonel savait que le Mirage F1 était équipé pour la destruction. Il était en état de veille pour la zone. Donc la mission n'est pas si simple. Après identification, si nécessité, il y avait engagement. Il n'y avait pas de F4 disponible avec la possibilité d'engager sur le champ. Il fallait donc faire venir un F1 depuis Los Llanos. Donc mission, c'était bien intercepter, identifier et éventuellement détruire. Et effectivement, le capitaine Camara me l'a confirmé. Pour Benitez, quand il dresse un bilan, pour lui, trois ovnis ont été vus cette nuit du 11 novembre, j'ai mis le 19, c'est le 11, du 11 novembre 1979, et en tout par plus de 40 personnes. Pour lui, c'est clair, il s'agissait de vaisseaux extraterrestres. Alors, on va se concentrer sur le compte-rendu du juge instructeur. Le juge instructeur, c'est un officier de l'armée en Espagne qui est en charge d'une enquête. Du coup, là, il s'agit du capitaine Moreno. Je peux vous donner son nom, il est mort. Le capitaine Moreno, à l'époque, quand il est nommé pour enquêter sur cette enquête, est toujours capitaine, on est d'accord, mais il prend aussi le grade de juge instructeur, c'est-à-dire qu'il peut obtenir des documents d'un général lui-même, même si le général refuse. Il n'a plus simplement un grade de capitaine, c'est important cette notion de juge instructeur. Donc je vous donne directement sa conclusion. Il y a quelqu'un qui me l'a traduit? Bon, il y en a plusieurs qui parlent espagnol. Hein, Laurent, entre autres. Donc, il est nécessaire de considérer l'hypothèse qu'il a effectivement existé un vaisseau d'une provenance inconnue, impulsé par une énergie tout aussi inconnue. Donc ça, c'est la conclusion du juge instructeur. Honnêtement, je ne m'y attendais pas, celle-là. Le document a été déclassifié il y a quelques années déjà. Alors, comment il est arrivé à cette conclusion? Je vais vous retracer son cheminement. Il a eu accès à tous les enregistrements radar déjà de Pégase, c'est-à-dire le radar militaire qui émet et qui reçoit parfois des échos. Il a pu étudier ces échos, ces retours. Il y a forcément quelque chose. Il a pensé aux inversions de température qui peuvent provoquer des retours. Il a éliminé l'hypothèse. Il a auditionné les 40 et quelques témoins, militaires, civils, dont un qui n'avait rien à voir avec l'aéroport dont je vais vous parler après. Tous les autres en lien avec l'aviation. C'est-à-dire soit c'était les gens de la Caravelle, soit c'était des gens qui travaillaient à l'aéroport, hein, sauf un. Il a auditionné tout le monde. Il a émis des hypothèses. Alors, concernant le vol JK 297 de la TAE, il s'est dit c'est peut-être le reflet de lumière de navigation dans les vitres de la Caravelle, hein, ou bien des cristaux sur des cristaux de glace dans l'atmosphère. Seulement, ça colle pas. Ça colle pas, il le dit lui-même. Ça ne colle pas parce que dans ce cas-là, on n'aurait pas observé les mêmes choses depuis le sol sous des angles différents. Une confusion avec une étoile ou planète. Oui, mais alors ça veut dire aussi qu'à chaque fois, les témoins au sol, comme Fernando Camara, le pilote du F1, ils se sont plantés, ils ont pourchassé des planètes, des ombres, des chimères, des fées, ce que vous voulez, ça ne colle pas non plus. Un autre avion de provenance inconnue, dit-il. Il a étudié le truc,
Il ne connaît pas d'avion capable des performances qui ont été enregistrées à la fois par Camara, les gens au sol et le radar militaire. Plusieurs trafics non enregistrés, c'est-à-dire que ça serait une conjonction de vols illégaux, peut-être pour du, je sais pas moi, un trafic de drogue, j'en sais rien. Mais dans ce cas-là, dit-il, le radar Pégase aurait dû les intercepter, avoir des échos, pas seulement ponctuels, mais il n'y a aucun avion qui soit capable d'échapper à un radar militaire en continu. Donc, il émet des objections à chacune de ces hypothèses. Il démolit chacune de ces hypothèses dans le dossier. Il est sûr du rapport de la 6e flotte. Il n'était pas sur zone. Les États-Unis n'avaient pas d'avion. Alors, j'ai posé la question à Camara et il m'a dit « J'ai toujours eu un doute. » Mais, c'est là que ça devient intéressant, 10 ans après, il est allé aux États-Unis. Vous savez, il y a souvent des échanges de pilotes entre pays. Et il est allé passer un an aux États-Unis et il a servi dans l'armée de l'air des États-Unis. Et une des premières choses qu'il est allé faire, c'est fouiner dans les archives de la Navy pour voir s'il n'y avait pas une trace comme quoi ils auraient été présents le 11 novembre 1979 au large de la Méditerranée. Et il est revenu tranquille, la Navy n'y était pour rien, il n'y a aucune trace. Alors vous allez me dire, ils ont pu faire disparaître les dossiers. Il y a peu de chances, quand même, qu'ils aient pensé que Camara irait farfouiller. Le juge instructeur inclut des conclusions du ministère de la Défense espagnol. Eux aussi, de leur côté, ils ont enquêté, ils ont envisagé l'hypothèse de notre avion, d'un hélicoptère, de tout ce que vous voulez, sans trouver de résultat. Donc ça reste un mystère pour eux aussi. Et ils ont aussi envisagé les inversions de température. Ils ont envisagé, alors une chose qui n'existe pas, la suggestion collective. Bon, et après consultation de psychiatres, ils ont écarté l'hypothèse. Hop, mince. Si, ça marche. Donc, je vous ai parlé d'un civil qui n'avait rien à voir avec l'aéroport. C'est un Catalan, un Espagnol catalan qui s'appelle José Climent. Il est garagiste chez Renault. Et il a une passion, c'est la photographie nocturne. Mais en général, il photographie des animaux, des fleurs, des véhicules. Et puis là, il était dehors, pas très loin de la base de Manises, quand il a vu arriver dans le ciel un phénomène lumineux. Alors, la première photo est celle de droite. C'est une photo que Thibaut Canuti a trouvée lors de recherches qui me manquait, donc j'ai pu l'inclure là. Elle a été publiée par un journal espagnol. Il a pris cette photo. On n'y voit rien, on est d'accord. Et la deuxième photo qui était dans le document de l'armée, de l'air espagnol, c'est celle de gauche. D'ailleurs, vous voyez le tampon de classification toujours. Deux photos où on ne voit strictement rien. C'est souvent le cas. Mais le témoignage, on l'a toujours. L'observation du mécanicien a duré 20 secondes. D'abord, ce phénomène lumineux, il a tiré 2 clichés, enfin il en a tiré 4, mais 2 utilisables, où on ne voit rien. Et dans la foulée, il a témoigné d'avoir vu un avion de chasse, alors il ne sait pas quel modèle, mais un avion de chasse se lancer à la poursuite. Donc ça corrobore ce que dit le capitaine Camara, ce que dit le rapport de l'armée. Les trajectoires correspondent aussi. Par contre, il n'est pas content, M. Clement, parce qu'il aurait reçu la visite de militaires espagnols. Et ils sont partis avec les négatifs, les photos, avec tout. En tout cas, c'est ce qu'il déclare. Donc on a perdu un certain nombre de choses. Alors, ça c'était le 11 novembre 1979. Le 12 novembre, bis repetita, on recommence. Observation, la chasse toujours de Los Llanos est engagée. Alors c'est plus le capitaine Camara, c'est un de ses collègues qui est engagé le 12. Un autre de ses collègues avec un autre Mirage F1 est engagé le 17. Un autre Mirage F1 est engagé le 28 novembre. Et puis ça s'arrête. Alors les points communs, je ne vous refais pas le récit à chaque fois parce que... Alors c'est pas dans les 149 pages, mais il y a les rapports identiques qui contiennent aussi pas mal de pages.
les points communs, c'est quoi? C'est qu'il y a des émissions radio inconnues, il y a des contacts radars depuis Madrid ponctuels, il y a des engagements et des Mirage F1 qui n'arrivent pas à rattraper les ovnis, les interférences radio, et puis il y a quelque chose qui ne correspond pas du tout, le 17. La troisième sortie de la chasse, il s'est passé un truc assez bizarre, entendu par le pilote de Mirage F1, sauf s'il a menti, je ne vois pas l'intérêt. En plus de tout le reste, lui, il a eu des voix d'enfants sur sa radio. Des voix d'enfants sur sa radio qui disaient hola, hola, ¿cómo estás? Comment ça va? Salut, comment ça va, quoi. Et elle riait, elle s'amusait. Bon, il a changé de fréquence, il s'est coordonné avec sa base, il a changé de fréquence. Nouvelle fréquence, nouvelle voix d'enfant qui raconte la même chose. Au bout d'un moment, le pilote du 17 novembre, il a éteint sa radio. Ben, tenez-vous bien, il entendait toujours les voix d'enfants. Alors là, ça ne tient qu'à un témoignage, qui est dans les rapports militaires quand même. Mais ça tient au témoignage du pilote. Est-ce qu'il avait fumé, bu, j'en sais rien. Au pilotant. Pourquoi? Non. Ça a duré 30 secondes, dit-il. Et puis ça a disparu. Alors ça fait pas mal de bruit ce mois de novembre avec toutes ces sorties de l'aviation de chasse. Tant et si bien qu'au Parlement espagnol, en octobre 1980, un député socialiste, M. Herzog, a posé le sujet dans le cadre des débats et le Parlement espagnol a parlé OVNI. Un peu plus tôt, en décembre 79, j'ai oublié de vous faire écouter une vidéo. Je vous parle de décembre 79 juste après, je vous fais écouter cette vidéo. C'était pas un peu fort tout à l'heure? Si. No, c'est bon, c'est bon. C'est bon? Pues fue cuando escuchó las voces estas. Las voces de niños. De los niños y eso, ¿sabes? Y además es que el caso este, como él se acordaba del caso de la semana anterior, el mío dice, pues a mí no me lo meten en la radio. Y él apagó las radios, no ya cambió canales, sino apagó las radios y lo seguía oyendo. También sin las radios apagadas. Entonces, los casos además... Me quiere decir, Fernando, con las radios apagadas, lo comenta el informe, hola, ¿cómo estás? Hola, hola, dentro de la carlinga, voces de niños, un piloto del Ejército del Aire. Además, esas voces creo que hicieron en un avión de Iberia que volaba por la zona de Mallorca, dio un parte de que había escuchado también las voces esas. Se habían metido también ahí en su radio. Donc ça, c'était le capitaine Camara qui racontait ce que son collègue avait entendu le 17 novembre. Alors, je vous disais, en décembre 1979, l'armée française se réveille. Alors, je vous ai mis l'insigne de l'état-major des armées, ici, l'épée de l'armée de terre, les ancres de la marine nationale, les ailes de l'armée de l'air, et aujourd'hui de l'armée de l'air et de l'espace. À l'époque, il n'y avait pas de l'espace. Donc, l'état-major de l'armée française, en décembre 1979, fait une demande très officielle auprès de l'armée et du gouvernement espagnol pour obtenir les documents sur ce qui s'est passé à Manises. Demande rejetée. Et c'est un peu une surprise, je vous dirai pourquoi tout à l'heure. D'autres ont essayé d'apporter des explications. Alors, un ufologue que je connais depuis 2005, je crois, qui s'appelle Juan Ballester Olmos, qui vit à Barcelone aussi, a présenté une solution. Alors, il la présente, je précise, en 1980. Donc, comme source, il a les articles de journaux et éventuellement le livre de Benitez. Explication, c'était c'était un avion des États-Unis, ou en F4 ou en F-14. Là, je vous ai mis un F-14 Top 4. Sauf qu'avec le rapport de l'armée de l'air espagnole, l'explication ne tient plus. On sait qu'il n'y en avait pas à proximité. Par la fondation Anomalie, qui était basée à Santander, en Espagne aussi. Elle a existé au début des années 90, je crois, jusqu'en 2012, date de sa disparition.
Alors, une explication, les torchères de la raffinerie d'Escombreras. Alors, c'est où ça? C'est le sud-est de l'Espagne. En fait, le pilote Camara et les gens de l'aéroport de Manises et le photographe mécanicien Clement auraient confondu la raffinerie d'Escombreras avec les ovnis. Alors, pour la Caravelle, quand ils vont vers Palma, la raffinerie, elle est devant à droite, légèrement. Imaginons que les torchères soient visibles. Comment ça se fait que les ovnis arrivent de la gauche? Mystère. Pour la poursuite engagée par Camara, je vous ai dit qu'il y a plusieurs trajectoires. 2 sur 3 sont grosso modo vers le nord. C'est-à-dire que la raffinerie, elle est derrière. La troisième, éventuellement, oui, ça aurait pu être ça. Mais dans plusieurs cas, ça ne fonctionne pas. Et puis, il faut vraiment être doué quand on est à 200 km au nord, sur une base militaire ou civile, l'aéroport de Manises, pour voir les torchères des raffineries. Donc ça a été, c'est toujours une explication validée par certains, une minorité. Bon, peut-être qu'ils ont raison, mais pour moi, en tout cas, ça ne fonctionne pas, parce que ça ne prend pas en compte l'ensemble des observations, et encore moins les détections radar. Hubo libros como el periodista, el gran periodista y amigo Juan José Benítez de la Gaceta del Norte, que le llamó Incidente en Manises, pero hubo otros, como el expediente Manises, de Juan Antonio Fernández Peris, que mucho tiempo después dieron una hipótesis. Y es que es habitual que en los casos más extraños se hagan hipótesis para explicarlos todavía más extrañas. Yo no sé si comentarlo, Fernando, pero algunos dijeron que lo que se podía haber visto eran las chimeneas de una fábrica en Cartagena, y que la alarma, el aterrizaje de emergencia y tu persecución como piloto de caza de F1 era a unas chimeneas. Y no sé si quieres comentar algo. Pues me entiendes que las chimeneas a las que se refiere ese señor son las de Escombreras, es una refinería que hay en que imagino que todos los días, no desaparecen, ya aparecen. Pues está, y que todos los que somos profesionales del Ejército del Aire hemos visto siempre, porque está al lado de donde está la Academia General del Aire en San Javier, y que no tienen absolutamente nada que... J'ai coupé un peu tôt, il manque d'air. Alors, il réfute totalement qu'il ait pu se tromper à ce point-là. Effectivement, pour lui, l'explication de la raffinerie, c'est une énorme bêtise. Bon, on se dirige petit à petit vers la ferme. Alors, oula, c'est pas le bon sens. Donc, sur le web, j'ai quand même retenu 2 choses. Des témoignages de gens qui étaient présents ce jour-là à Manises et qui ont fait des commentaires sur des sites complètement farfelus généralement, mais des commentaires qui tenaient la route. Là, par exemple, à gauche, un enfant a prévenu ses parents, le voisinage, parce que justement, il avait observé quelque chose et entendu le bruit de l'avion. Donc il y a des témoignages concordants, vous pourrez les trouver, mais faites attention, les sites sur lesquels ils sont franchement délirants. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que l'armée française a eu une réponse négative quand elle a demandé le dossier Manises. On s'est aperçu de rien en 1979, ni même en 1980. Et il a fallu attendre qu'un ufologue espagnol, Antonio Rivera, très connu, constate qu'à partir de novembre 1979, le dossier OVNI est classifié en Espagne. Il ne l'était pas jusqu'au 11 novembre, et le 12, il l'est. Donc, le cas de Manises est fondateur quelque part, puisqu'il y a classification du phénomène OVNI, de toutes les informations, à partir de cette date, et tout passe sous le boisseau de l'armée. Alors, contrairement à chez nous, vous voyez, il y a des moments où ils remettent en liberté, entre guillemets, des archives. Mais dans un premier temps, à partir du 11 novembre ou du 12 novembre 1979, tout est classifié. Et c'est pour ça que l'armée française, n'a pas reçu de dossier. Ça venait d'être classifié. Et c'est resté, enfin, ça n'est pas perçu jusqu'au 6 février 1984. Le jour où Antonio Rivera a ouvert les yeux, il s'est dit, mais bon sang, c'est bien sûr. C'était lié.
Alors si jamais vous voulez vous replonger un petit peu dans ce mystère, n'hésitez pas à commander ce joli petit bouquin, dont je suis l'auteur, qui reparle de ce sujet et de bien d'autres. Et merci pour votre écoute. Si vous avez des questions. Oui. Qu'est-ce que c'est les radars d'attaque? Mais tu as deux types de radars. Tu as des radars passifs et des radars actifs. Ceux des aéroports sont des passifs, c'est-à-dire qu'ils vont détecter une émission radio envoyée par ce qu'on appelle un transpondeur, c'est un émetteur radio qui est à bord de chaque avion civil. On peut le couper ou le laisser allumer, c'est même à bord des avions militaires, mais ils sont généralement coupés. Donc on peut le capter. Ce n'est pas vraiment un radar, c'est un récepteur d'émission. Et le radar en mode actif, c'est le radar militaire qui lui va envoyer des ondes dans l'atmosphère, et quand l'onde rencontre un obstacle, elle est renvoyée en direction plus ou moins inverse. Bon. En fait, ils n'ont vu que des lumières. Oui. Mais le radar a vu des échos-radars, lui. Donc c'est un objet. Ben, c'est le seul cas. Pour le radar, oui. C'est le seul cas où on a à la fois autant de témoignages sérieux, parce que je ne vous ai pas passé des contrôleurs aériens qui témoignent de ce qu'ils ont vu, avec des termes techniques, des pilotes civils et militaires, etc. Il y a des témoignages extrêmement sérieux, il y a des traces radar. Ça me paraît quand même assez improbable qu'il y ait eu 50 méprises en même temps le même soir. Alors ce que je ne comprends pas trop, c'est dans la mesure où il s'agit quand même d'un vol civil, c'est bien ça, que l'armée s'en soit emparée et mette le veto sur le dossier. C'est-à-dire qu'il soit classifié, oui. qu'on ne puisse pas le consulter. Oui. À moins que depuis il ait été, voilà, qu'à l'époque... Non, à l'époque, ça a été mis sous le boisseau d'abord par l'aviation civile le 12 et dans la foulée, probablement le jour même, par l'armée. Ah, d'accord. Et peu importe, une fois que c'est classifié, si vous n'avez pas d'habilitation, vous n'avez accès à rien. Par contre, Benitez s'est posé une question intéressante aussi. Pourquoi est-ce que ces phénomènes ovnis s'en sont pris d'abord à un vol civil? Pourquoi celui-là? Qu'est-ce qu'il avait dit différent? Alors, j'ai une petite idée, mais ça va pas... Il y a des Allemands dans le coin? Des Autrichiens? Il y en avait la moitié qui étaient bien imbibés. Donc c'était peut-être ça la différence, mais je doute que les ovnis soient venus pour voir des Allemands et des Autrichiens imbibés. Ah, vous avez fait la fête de la guerre? Probablement, un truc du genre. D'accord. Je ne pense pas qu'ils choisissent, ils sont là dans le ciel, et puis toi tu es en avion, tu passes et tu les repères. C'est tout. Alors, pour Camara, j'aurais peut-être pu rajouter quelque chose. Je lui ai demandé à un moment donné si ça l'avait gêné dans sa carrière d'avoir été le pilote de chasse impliqué dans la traque d'OVNI. Il a été amusé, il m'a répondu que non. Le seul truc, c'est qu'à chaque fois qu'on posait des questions à l'armée de l'air sur les OVNI, c'est lui qu'on envoyait. Mais autrement, il a fini colonel. Et... Contrairement au pilote japonais, tu sais, ce commandant japonais, qui lui a été... le vol civil, oui, civil. Tokyo, je ne sais plus quoi, oui. Oui. Au sol. Interdiction de parler. Il avait parlé, de toute façon, c'est pour ça qu'il... Moi, je pense qu'après, on ne sait pas trop, mais il y a forcément une raison pour laquelle ils ont ciblé cet avion-là, parce que je ne pense pas que ces événements-là ne soient pas anticipés, choisis, préparés. Je pense au contraire qu'ils savent très bien ce qu'ils font, vers qui ils vont, comment ils vont manifester les choses, passent. Je n'ai pas la réponse. Par contre, je peux préciser que du coup, l'avion a été examiné de fond en comble, suite notamment
enfin, aux Allemands et Autrichiens qui disaient que ça cachait une panne. Le rapport dit qu'il n'y a eu aucune panne détectée, aucune défaillance, aucun défaut. Il avait été inspecté d'ailleurs sur ce même aéroport quelques semaines plus tôt, de fond en comble. C'était sa révision. Puis Thierry, en parlant d'anomalie, les rires d'enfants, ce n'était pas sur cet avion-là. Non, c'était sur le Mirage F1 du 17 novembre, uniquement. C'est un peu ce qui diffère du reste. Et est-ce qu'une explication a été donnée? Non. Et donc, on n'a pas d'explication. C'est pas une interférence avec des communications sur le... Si, c'est possible. Seulement quand, dans n'importe quelle armée, quand vous changez de canal, avant de changer de canal, vous ne dites pas on va se retrouver sur le machin bidule. Vous dites, vous passez sur le canal d'urgence 3, mettons, et il n'y a que votre correspondant qui le sait, ce que c'est comme canal. Et puis pire, quand tu éteins la radio et que ça continue. Voilà. Oui, là, ça doit peut-être être Petite question qui est un peu à côté. Vos échanges avec le pilote Fernando, étaient en français ou en espagnol? En espagnol. Il ne parle pas français du tout. Il parle anglais, espagnol. Ok, donc vous parlez l'espagnol couramment? Je me débrouille un petit peu. J'ai habité en Espagne en fait. Parce que les voix qu'il avait entendues n'étaient pas en allemand? Non, Non. espagnol. C'est les passagers qui étaient allemands. Oui. Mais Pas dans, le pilote ni les copilotes. oui, mais dans mon observation, vous avez dit que vous avez une petite idée qui peut y voir pas les Allemands, mais les Autrichiens, les Allemandophones inhibés. C'était ça, non pas inhibés, imbibés, c'est ce que vous avez dit? Ils avaient bu de l'alcool, imbibé. Par contre, la communication qui était entendue était en espagnol. Mais elle n'a pas été entendue dans la caravelle, elle a été entendue par le 3e Mirage qui a décollé le 17 novembre, uniquement. Et cet avion, sur sa trajectoire, est-ce qu'à un moment donné, on sait s'il a passé une zone sensible ou quelque chose qui aurait pu... un point, une localisation, quelque chose qui aurait pu être attractif pour ces objets non identifiés, pour une zone sensible, ou quelque chose voilà, où il y a une matière intéressante pour eux, ou peu importe. Que ce soit dans les archives de l'armée, les journaux que j'ai pu lire, les extraits de journaux, je n'ai rien vu du tout de ce type. Non, c'est un trajet habituel de l'avion. Non, pas un trajet habituel, puisqu'ils étaient envoyés d'interception, mais des conditions habituelles de n'importe quelle interception. Sauf justement... Et aussi, détail, dans les voix qu'il entendait avec la radio allumée et éteinte, vous avez peut-être dit, mais je n'ai pas entendu, est-ce que le tour de contrôle entendait aussi ces voix? Je ne l'ai pas dit, j'ai fait exprès parce que j'ai eu un trou de mémoire. Il me semble que oui. Il faudrait le vérifier. J'ai eu un trou de mémoire sur le coup, et je ne l'ai pas noté, mais il me semble que quelqu'un d'autre, alors je ne sais plus qui, c'est pas la tour de contrôle civile, mais peut-être le correspondant militaire l'a entendu, oui, au sol. Mais il faudrait que je le vérifie. Ça, je ne sais plus. Est-ce qu'il y a des installations nucléaires ou autres proximité? Il n'y a pas de centrale nucléaire en 79, dans ce coin-là. Il n'y a pas d'armes nucléaires non plus, sauf, ça va me revenir, sauf à une base qui n'est pas dans la région, et qui appartient aux États-Unis de toute façon, dans le cadre de l'OTAN. Ça reste un mystère. C'est pour ça que j'aime bien ce cas-là. Et ce cas-là, Thierry, c'est un cas parmi tant d'autres. Oui, il y en a d'autres, Il y mais a qui des avions civils qui ont observé ce genre de phénomène, ou équivalent. Il y en a des tonnes. Oui, mais aucun ne s'est détourné et s'est posé sur un autre aéroport jusque-là. C'est le cas particulier. C'est le cas particulier parce qu'il y a des tournements d'avion par le pilote, qui choisit pour la sécurité de ses passagers d'aller se poser sur un autre aéroport que celui de prévu, pour éviter une éventuelle collision. C'est un cas particulier parce qu'il y a plus de 40 témoins civils et militaires, beaucoup avec une excellente qualification. C'est un cas particulier parce qu'il y a des traces radars,
Oui, parce qu'il y a des fois, il n'y a pas de trace radar. C'est ça qui est curieux. Alors moi, je veux bien que les gens ils boivent trop et qu'ils voient des choses. Mais là, il y a un certain nombre de faisceaux concordants qui font que c'est difficile de dire qu'on l'a résolu. Le cas de la raffinerie, c'est valable sur une partie des vols des Mirages. Il y a une partie des vols où l'interception se fait vers le nord-ouest, le nord, le nord-est. On ne peut pas confondre quelque chose qui est dans son dos avec un objectif devant. C'est pas possible. Puis c'est la remise en cause du professionnalisme des pilotes. Hein. Oui, mais c'est pour ça qu'il le prend assez mal sur la dernière vidéo. Expérience quand même. Oui. D'observation. Donc voilà, je vais devoir vous laisser. Il se trouve que j'ai un emploi du temps chargé aujourd'hui, je dois vous quitter. J'espère que la suite du congrès de les rencontres ufologiques vous plaira. Ça me fait bizarre parce que c'est le premier des 15 que je vais louper à mon parti. Donc, voilà. Merci beaucoup.